Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus connecté des complots, les réseaux sociaux. Imaginez, des plateformes nées pour rapprocher l'humanité ont bâti, sans qu'on y prenne garde, le plus grand programme de profilage et de conditionnement humain de toute l'histoire. Des milliards de personnes utilisent les mêmes réseaux. Chacun y évolue dans un univers taillé sur mesure où les certitudes sont renforcées, les doutes effacés et les émotions amplifiées. Chaque interaction devient un signal, analysé et recomposé par des algorithmes qui transforment les affects en données. Ce savoir-faire est au service de stratégies politiques menées par des partis ou des puissances étrangères capables de polariser une société. Il est désormais possible de manipuler une élection ou de générer des milliers de faux profils pour semer la confusion. Et lorsque la manipulation ne suffit plus, une autre arme s'active, la censure, celle qui efface les voix gênantes et amplifie celles qui servent le pouvoir. Les réseaux sociaux, c'est l'occasion pour Tous Parano d'explorer le plus grand laboratoire comportemental jamais construit et comprendre comment se modèle notre réalité. C'est quoi l'ancêtre du réseau social ? En sachant qu'un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, vous savez que la terre, elle est plate ? Ah, il est con, Dédé, allez, resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux ? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup, lui dit « Ah, toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate, hein ? Et un jour, ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» Tous parano. Pour commencer cet épisode, Geoffroy, permets-moi de te souhaiter une bonne année. Ah bah oui, bonne année à toi aussi, et puis bonne année à vous tous qui nous écoutez. On espère que vous avez bien vécu les fêtes et que 2026 vous traitera un peu mieux que 2025, même si entre nous, je n'y crois qu'à moitié. Moi, allons, un peu d'optimisme. Ce n'est pas si terrible quand même, 2025 c'était déjà le bon vieux temps. Et du coup, on trinque ? Ah bah oui, toujours. Et qu'est-ce qu'on boit alors pour commencer la nouvelle année ? Eh bien, je te propose un spritz. Oh, un spritz ? Sérieusement ? Le cocktail des influenceurs en burn-out ? Pour un sujet sur les réseaux sociaux, remarque, tu pouvais pas faire plus cliché. Ah oui, mais justement, le spritz, c'est la boisson, d'un point de vue algorithmique, quasiment obligatoire sur Instagram. Ouais, tu veux dire que cette boisson de Vénitien autrichien, c'est l'avatar liquide de la vacuité numérique ? J'ai hâte que la mode passe à la chartreuse, tu vois. Moi, j'aime les trucs un peu plus costauds et naturels. Bien désolé, je n'ai pas mon nob de moine, mais ne t'inquiète pas, je vais t'en faire un bien chargé. Ah, ça je te fais confiance. Bon, voyons ça. Alors ? D'accord. Bon, c'est vraiment pas assez fort, mais c'est vrai que c'est bon. Tu sais, les algorithmes ne se trompent jamais. Bon, alors, va pour le spritz. Allez, bonne année. Ouais, bonne année. Alors, maintenant, revenons au commencement. Avant les bulles, avant les likes, avant les algorithmes, c'était un autre monde. Quelques forums épars, 2 ou 3 blogs tenus avec la maladresse d'un journal intime, et cette intuition qu'on pouvait relier des êtres humains à travers un écran. Une époque où l'idée même d'un réseau social ressemblait davantage à un bricolage d'amateur qu'à un projet de civilisation. Oui, c'était avant la data, avant les ingénieurs en optimisation de l'attention, comme on dit aujourd'hui. On se connectait sur Internet pour partager son humeur, sa passion. C'était les débuts du web, quoi. Il y avait encore quelque chose de sincère, animé par un enthousiasme qui devient de plus en plus difficile à dénicher. Et puis, un jeune homme du nom de Tom Anderson est arrivé là avec une idée simple. MySpace.
MySpace, c'est un site monté en 2003 dans une ambiance de chambre de coloc, entre 2 pizzas et un PC fatigué. Et sans le vouloir, Tom a créé le premier territoire où chacun pouvait avoir son espace numérique sans autre but que celui de partager un peu de soi avec le reste du monde. Ce qui est merveilleux, c'est que Tom devenait automatiquement votre premier ami. Non pas par stratégie, mais parce que l'idée même de commencer seul paraissait incongrue. Et malgré son esthétique simpliste, MySpace rencontre un succès fulgurant. Très vite, des millions de gens y déposent leurs photos de soirée ou de voyages, leurs anecdotes. À son sommet, MySpace compte 120 millions d'utilisateurs mensuels. C'est quasiment que des 15-25 ans. Mais c'est un monde qui commence. Foisonnant, chaleureux, on peut voir ça un peu comme l'adolescence du web, de la liberté et puis de l'inconscience. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, il faut imaginer ça comme une page de blog améliorée, ouverte au monde entier, que chacun customisait selon son humeur. Et puis on s'ajoutait comme amis. On laissait des messages sur les pages des autres, sans se soucier de la trace qu'on allait laisser à postérité d'ailleurs. On partageait une photo, un texte, un état d'âme, et puis surtout, rituel fondamental, on choisissait la chanson de son profil. Et puis surtout, Gaël, il y avait MySpace Music. Il faut expliquer ce que c'était. Ah ouais, carrément. Alors concrètement, ce n'était pas un site à part, mais l'extension d'une page MySpace classique. Même esthétique, même chaos visuel, mais avec un lecteur audio 4 pistes intégré qui permettait pour la première fois à n'importe quel musicien ou groupe amateur de diffuser ses morceaux au monde entier, gratuitement, sans label. Pour les petits producteurs, c'était une révolution. Et il suffisait de ce petit lecteur pour avoir l'impression qu'on pouvait être entendu. C'était artisanal, mais une génération entière s'est dit qu'avec un ordinateur et un peu de créativité, il était possible de se faire une place dans un monde, celui de l'industrie musicale, qui jusqu'ici lui était complètement fermé. Ça sent le vécu, non ? Évidemment que ça sent le vécu. À cette époque-là, je composais des instrus d'abstract hip-hop. J'opérais alors sous le pseudonyme de Keith Charlemagne. Et parfois, rarement mais assez pour que ça ait laissé quelques traces embarrassantes, je passais même derrière le micro pour rapper. Et tu veux qu'on pense que je ne t'ai pas soutenu ? J'ai encore souvenir de t'avoir aidé à écrire 2 ou 3 textes, dont un morceau absolument inoubliable, Je prends la route en déroute jusqu'à Beyrouth. Tu t'en souviens évidemment. Les paroles, elles doivent encore être quelque part dans ta tête. Bien sûr que je m'en souviens. 20 ans plus tard, je pourrais encore te réciter l'intégralité des couplets. Tu me réserveras ça pour le off. Et donc MySpace Music pour toi, ça a commencé comment ? Eh bien, je me souviens très précisément du soir où j'ai découvert l'existence de MySpace Music, justement. Alors, j'étais en train d'écrire un article pour un site internet dédié au rap underground qui s'appelait Hip Hop Core, sur ce qui ressemblait alors à une nouvelle scène émergente située dans la Saskatchewan. Je tenais un truc là. Bon, alors là, il faut situer la Saskatchewan. C'est une province immense au beau milieu du Canada qui fait office de grand centre agricole du pays. Bref, c'est une région plus connue pour ses silos à grains et ses hivers qui durent jusqu'en juin que pour son avant-garde musicale. Et c'est exactement pour ça que j'y passais mes soirées. C'était dur de trouver des infos, tu vois. Donc, ces artistes, déjà, ils étaient impossibles à dénicher en Europe. Il n'y avait pas de distribution. Même le téléchargement illégal, pour les anciens qui ont connu Soulseek, par exemple, n'était pas encore assez développé pour mettre la main sur ces trucs-là. On vivait dans un monde où la rareté était la règle. Et donc, là, MySpace Music arrive et tu tombes enfin sur quelque chose. Oui, d'un coup, grâce à MySpace Music, je découvre des morceaux d'un artiste qui n'avait même pas encore sorti le moindre maxi ou album. C'était vraiment miraculeux, je me rappelle encore de son nom. Il s'appelait Nolto. Et peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs, Nolto, on le salue. Ouais, en tout cas, il y a quelques morceaux de lui sur Internet. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec MySpace Music, on pouvait donc désormais écouter un producteur émergent au bout du monde, sans même sortir de sa chambre, ou que celui-ci n'ait à sortir de sa chambre. Et ça, c'était vraiment vertigineux. Et évidemment, quelques semaines plus tard, tu avais ouvert ta propre page MySpace Music, j'imagine. Oui, toujours sous le pseudonyme de Keith Charlemagne, avec 4 productions maison postées fièrement, comme si j'étais sur le point d'être repéré par un producteur de renom. Eh ben alors, fais-nous écouter ça, balance-nous du Keith Charlemagne qu'on se replonge là-dedans. Ah, et t'as raison, sans complexe. Keith Charlemagne dans vos oreilles. Charles, c'est drôle, qui fait si définitif. Mon style intempestif, agit sur le don d'une digestif comme un apéritif. Vomitif, mystifié par mon flow alternatif, certifié en normes. Je déforme et reforme mes mots sans être mon douceau, alter MC, top niveau. Je te fais le topo, pas de pipo ni de but de mytho. Je truc pas, mais je reluque en cas. Mes vers à pistolet grâce à un dico. Bon marché qui marche si t'as picolé à l'école des MC, j'ai jamais pris d'heure de colle.
entier, je te fais mariner. Grâce à mon dico pour marcher, pour marcher, pour marcher. 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 C'est marrant quand même de réécouter ça. Hein. Puis c'est pas si mal hein, pour un morceau qui a été fait il y a quasiment 20 ans sur un vieux PC et une boîte à rythme premier prix. Mais je trouve que ça a pas si mal vieilli que ça. Ce serait marrant de savoir combien d'écoutes il y avait. Non, bah ça c'est bien une réflexion de 2026. Hein. À cette époque, il n'y avait pas cette culture du chiffre. Oui, c'est vrai. Dans MySpace, il y avait une forme de naïveté, de joie presque enfantine de se montrer sans calcul, en fait. Et oui, c'était ça l'esprit. Une époque où on ne cherchait pas encore à performer, hein, seulement à exister un peu. Mais tu sais, moi aussi j'ai eu ma page. Hein. Non, sérieux ? Tu déconnes ? Non, pas du tout. Mais bon, je comprends que tu n'en aies pas gardé un souvenir impérissable hein, de mes errances sur Fruity Loops, logiciel auquel tu m'avais initié. Bah, t'as fait tout ça en secret, c'est rigolo ça. Et c'était quoi ton blaze ? Samba Dreuse. Adreuse, ça veut dire de travers en breton. Une samba de travers, bah ça commence bien. T'as un morceau toi à nous faire écouter ? Ouais, je dois avoir ça dans un disque dur. Bon, attention les oreilles, hein. C'est pas glorieux, mais bon, hein, c'était pour le fun. Quand sa mère accoucha de Léo, c'était pour mourir aussitôt. Dans le décombres d'un bistrot, c'était la guerre. Si encore de nos jours on entend ce refrain, c'est que du fond de sa cour un jour un musicien, Sans s'en douter du reste, cherchant un air nouveau, a écrit Bon, je vais vous épargner la longueur parce que ça dure comme ça pendant un bon moment quand même. Ouais, en effet, pas sûr que tu sois passé à côté d'une carrière. Hein. Exactement. En tout cas, hein, t'es bien la preuve que chacun pouvait investir sur MySpace. Hein. Et puis sur le moment, personne n'imaginait que ce serait provisoire. Parce qu'après MySpace, arrive un réseau qui va tout avaler sur son passage. Il s'agit bien sûr de Facebook. Tous parano. Tous parano. Tous parano. La suite de notre histoire commence en automne 2003 dans une chambre d'étudiants à Harvard, un campus élitiste à l'ambiance chargée de rivalité sociale. Déjà, c'est un environnement où la sociabilité est structurée, codifiée, hiérarchisée par essence. Là, il y a un jeune homme de 20 ans, un peu misanthrope, moqué par les filles, son nom, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, oui, alors il n'est pas encore entrepreneur, hein, c'est un étudiant brillant en informatique qui s'est formé à la programmation dès l'adolescence. Et celui-ci arrive avec une obsession à structurer l'information. Il dira d'ailleurs plus tard, je voulais comprendre comment relier des données entre elles. Et pourtant, l'étincelle initiale n'a rien de noble. Elle naît d'une frustration très personnelle. Zuckerberg vient de rompre avec sa petite amie, et dans la nuit, légèrement ivre, selon ses propres mots, consignés sur son blog, il pirate les bases de données des maisons de Harvard. Et là, il extrait les photos d'étudiantes, les compile et crée FaceMash, un site qui propose de comparer les filles, qui est la plus sexy. Il suffit de cliquer pour choisir, et évidemment, ça cartonne. En quelques heures, le trafic sature les serveurs de l'université. Dans les 24 heures qui ont suivi sa publication, 450 personnes visitent FaceMash et expriment plus de 22 000 votes. Le site est tellement partagé que les autorités universitaires sont vite au courant. Pour cette raison, Zuckerberg doit supprimer FaceMash définitivement. Oui, Harvard ne rigole pas, Zuckerberg risque l'exclusion, mais quelque chose s'est produit. Il a constaté la puissance d'un système très simple, des profils, des photos, un classement, une interaction immédiate. Et c'est là que la science des bases de données entre en jeu. Zuckerberg n'est pas fasciné par les relations humaines au sens psychologique, mais par leur modélisation. Et chaque étudiant devient par là même une entrée, un lien. Il connaît déjà les travaux sur les réseaux sociaux, notamment ceux de Stanley Milgram et sa théorie des 6 degrés de séparation, et même s'il ne les cite pas encore, il va les appliquer. Oui, alors précision, c'est le psychologue américain spécialisé en relations sociales, Stanley Milgram. Lui, il est à l'origine du concept des 6 degrés de séparation, comme tu viens de le dire, connu aussi sous le nom de théorie des 6 poignées de main.
Née dans les années 60, cette théorie suggère que toute personne pourrait être reliée à n'importe quel autre de la planète par le biais d'une chaîne de connaissances ou de relations ne comprenant pas plus de 6 étapes intermédiaires. En gros, je ne suis qu'à 6 personnes de Beyoncé, quoi. Et moi, à 6 personnes de LeBron James, ou même de Zuckerberg, du coup. En tout cas, avec cette théorie de la poignée de main, on voit bien qu'on peut faire un maillage de la population, finalement. Eh oui. Et début 2004, justement, ton presque ami lance The Facebook. L'idée est simple et radicale, un annuaire numérique réservé à Harvard. Nom, photo, cursus, centre d'intérêt, les étudiants peuvent se relier entre eux et très vite The Facebook s'étend à Yale, Stanford, Columbia. Puis Facebook, sans l'article, devient une plateforme ouverte. Ce qui change alors, ce n'est pas l'interface, mais l'échelle. Les bases de données explosent. Et dès 2006, Facebook devient un gigantesque laboratoire social. Zuckerberg a inventé une nouvelle manière d'exister. Là où MySpace laissait chacun bricoler son identité comme une fiction personnelle, Facebook impose un principe radical. Nom réel, visage réel, réseau réel, le web devient soudain un espace d'authentification de soi. Et ça, c'est la première grande rupture. On ne joue plus à être quelqu'un, on devient officiellement la version publique de soi-même. Ce choix, mettre son vrai nom, paraît anodin, mais c'est un basculement gigantesque. En liant chaque individu à sa trace numérique, Zuckerberg tisse une toile d'informations croisées. Et si l'on n'a plus besoin d'inventer un personnage, il faut désormais gérer une réputation. Et c'est précisément ce passage qui fait entrer les réseaux sociaux dans ce que l'on pourrait appeler leur âge adulte. Facebook ne se contente pas de connecter le monde, il le structure et le classe. Et le plus fascinant là-dedans, c'est la vitesse à laquelle tout cela s'est déployé. 1 million d'utilisateurs en 1 an, 100 millions en 4 ans et 1 milliard en moins d'une décennie. À son apogée, près d'1 humain sur 3 est relié à la plateforme Facebook. C'est une croissance incroyable. Oui, en 10 ans, on passe donc d'une chambre d'étudiants à une multinationale pesant plus de 1000 milliards de dollars, financée non pas par les abonnements, mais par les utilisateurs eux-mêmes. Nos goûts, nos gestes, nos relations deviennent en effet la matière première d'une industrie nouvelle, l'économie de l'attention. Carrément un grand filon. Et évidemment, Facebook n'est pas resté seul très longtemps sur ce créneau. Dans son sillage, toute la Silicon Valley s'engouffre dans la brèche, Google, Amazon, Apple. Très vite, l'économie ne s'organise plus autour de la production ou du capital traditionnel, mais autour d'une nouvelle ressource, nos comportements. Exactement, les empires du passé contrôlaient la terre, les fleuves, le pétrole. Les empires du présent contrôlent notre disponibilité mentale. Ils ne règnent non pas sur l'espace, mais sur le temps que nous passons à regarder nos écrans. D'autant plus qu'un objet apparemment banal vient tout bouleverser, le smartphone. À l'origine, Facebook, c'était un site que l'on consultait le soir, sur un ordinateur fixe. Mais le jour où le téléphone se glisse dans nos poches, le rapport change. Le réseau n'est plus associé à un lieu, il devient une présence permanente et intime. C'est un changement anthropologique. Le web cesse d'être un espace externe, il devient une extension de nous-mêmes. La connexion se met en réflexe. Du coup, ça devient naturel de répondre à un message privé entre 2 tâches ou de commenter une photo pendant qu'on attend le métro. Et ce qui est fascinant, c'est que cette continuité permanente prépare le terrain à tout ce qui viendra ensuite. Dès que le téléphone absorbe nos loisirs, il finit fatalement par absorber aussi nos obligations. Parce que si tout se mélange, temps libre, amitié, vie intime, alors la dernière digue à tomber, c'est celle du professionnel. Et c'est précisément à ce moment-là que se présente un nouveau réseau qui cherche à capter nos compétences, LinkedIn. Tous parano. Avant même que Facebook ne devienne l'empire culturel qu'on connaît, un autre projet était déjà en train de germer à quelques kilomètres de là, dans un coin plus discret de la Silicon Valley. Nous sommes en 2002, presque 1 an avant l'arrivée de MySpace, et un petit groupe d'ingénieurs se dit qu'Internet pourrait bien coloniser la sphère du travail. Le visage le plus connu de ce groupe, c'est Reid Hoffman, ancien de PayPal, philosophe de formation, obsédé par l'idée que la vie professionnelle allait devenir fluide, mouvante et instable, et qu'il faut une plateforme pour administrer tout ça. Et Hoffman a une vision très claire. Il veut créer le premier réseau professionnel mondial. Là où Facebook voulait relier des amis, LinkedIn souhaite, lui, relier des carrières. Et pour trouver des investisseurs, Reid Hoffman s'est appuyé presque exclusivement sur le réseau de la mafia PayPal, qui, décidément, revient de manière récurrente dans nos épisodes.
Et donc, contrairement à Facebook, né sur un campus étudiant, LinkedIn plonge dès son origine ses racines dans le monde de la haute finance. Un univers méthodique, presque clinique, façonné par le capital risque et la logique d'investissement. Et ce qui est aussi très intéressant à relever, c'est que si l'idée de départ n'a rien de spectaculaire, c'est-à-dire permettre à des professionnels de se présenter, d'indiquer leurs compétences et éventuellement d'être recrutés, eh bien, ce qui va tout changer, c'est le moment. LinkedIn arrive au tout début de l'explosion du web social et il l'aborde à contre-courant. Pas de couleurs, pas de musique, pas d'émotion, juste des CV. Et au début, on pourrait croire que ça n'a rien de menaçant. Un CV en ligne, qu'est-ce que ça change finalement ? Sauf que dès l'instant où nos identités professionnelles entrent dans le jeu des réseaux sociaux, quelque chose bascule. Avec LinkedIn, il ne s'agit plus de se montrer ni de partager, mais de se vendre. Et là, évidemment, le ton change complètement. Sur LinkedIn, tout le monde est impeccable, compétent, motivé, résilient, inspirant, aligné, et puis, naturellement, souriant. C'est le règne du lisse, du profil aseptisé. Exactement. Avec LinkedIn, on perd toute spontanéité. Le moindre post est une liturgie du sérieux. Tellement reconnaissant d'avoir participé à, fier d'annoncer que, humblement honoré par cette opportunité. C'est comme une langue morte parlée par des vivants. Ouais, c'est ça. Et puis à l'échelle du récit qu'on est en train de dérouler, c'est une étape essentielle. Après MySpace et son chaos joyeux, Facebook qui organise nos relations personnelles, LinkedIn inaugure le 3e âge, c'est-à-dire la professionnalisation totale de soi. Et comme on l'a vu, tout cela est rendu possible par le smartphone. Depuis qu'il est entré dans nos poches, tout se mélange, vie privée, vie sociale et donc vie professionnelle. Autrement dit, après avoir colonisé nos amitiés, nos soirées d'ennui, nos photos de vacances, les réseaux sociaux ont colonisé notre ambition. Et ils l'ont fait en douceur, sans violence, presque gentiment. Et c'est sans doute ça qui est le plus inquiétant. Vous êtes tous parano. Les réseaux sociaux font tellement partie de nos vies qu'on pourrait presque oublier qu'ils n'ont pas toujours été là. La sociabilité spontanée est devenue un système organisé, et dans ce système, absolument tout finit par se vendre. Le temps, l'attention, les émotions, les gestes, même les plus insignifiants. Et pour ce faire, les réseaux sont allés à la conquête de nos cerveaux. Bienvenue dans l'usine à dopamine. Ah, la dopamine, c'est cette molécule qu'on accuse aujourd'hui de tous nos travers numériques. Et pourtant, son rôle est simple. C'est un signal chimique lié au système de récompense. Chaque fois qu'une action nous procure une satisfaction, le cerveau en libère un peu. C'est elle qui nous pousse à recommencer. Manger, rire, séduire, gagner ou boire un coup, c'est la même mécanique. Ah tiens, d'ailleurs, je vais me resservir un petit cocktail. T'en veux ? Bah ouais, évidemment. Et donc, pour continuer l'explication, tout en préparant un spritz... Quel talent, quoi. Eh bien, on peut dire que la dopamine n'est pas la molécule du plaisir, mais celle de l'attente du plaisir et de sa récompense. Et ce qui est très important, c'est que celle-ci renforce l'action qui précède la récompense. Ouais. C'est qu'en fait, c'est l'attente qui est plus important. C'est comme quand on dit le plus intéressant dans l'amour, c'est la montée de l'escalier. Chacun sa vision. C'est pas de moi. Ça doit être Guitry ou Audiard. Voilà ton verre. Merci, monsieur. On trinque ? Toujours. Donc, en gros, tout part d'un mécanisme banal. Si une action peut rapporter quelque chose, le cerveau veut recommencer. Pas pour le plaisir en lui-même, mais dans l'espoir de s'en procurer. Les plateformes ont immédiatement compris cette chose essentielle. Ce n'est pas la récompense qui rend accro, c'est l'attente de la récompense. C'est ce qu'on appelle la récompense variable. On ne sait jamais quand ça tombe, alors on reste en alerte, un petit peu comme au jackpot. C'est le mécanisme le plus addictif connu. Les comportementalistes l'avaient démontré il y a 60 ans, et les réseaux sociaux, finalement, l'ont appliqué, mais à l'échelle de milliards d'utilisateurs. Ouais, on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est super intéressant. Dans les années 50, James Holt et Peter Milner, 2 étudiants en psychologie à Harvard, implantent une électrode dans le cerveau d'un rat. L'animal découvre qu'en appuyant sur un levier, il déclenche une stimulation agréable. Et à la surprise des 2 hommes, il appuie encore et encore jusqu'à l'épuisement. Le rat en oublie de manger et parfois même de dormir. Et alors vient une autre étape, moins spectaculaire mais beaucoup plus sournoise, la récompense aléatoire. On ne donne plus de nourriture à chaque pression, mais seulement de temps en temps de façon imprévisible. Le rat ne s'arrête pas. Au contraire, il appuie davantage. Il mange quand la nourriture arrive, stocke, il grossit. Dans certaines expériences, les rats deviennent obèses uniquement à cause de l'incertitude. Car le rat ne sait jamais quand la récompense arrive, alors il continue compulsivement, et ça c'est bien un point essentiel. On comprend ici que l'aléatoire renforce le comportement plus efficacement que la certitude.
Le rat n'appuie plus pour manger, il mange parce qu'il appuie. Les chercheurs notent que certains rats mangent même sans faim, immédiatement après une récompense, comme si le signal dopaminergique avait court-circuité la régulation naturelle en fait. L'anecdote la plus troublante, c'est que ces rats ne sont pas paresseux. Ils sont hyperactifs. Ils dépensent de l'énergie, mais dans une boucle fermée. Le rat obèse n'est pas un rat gourmand, mais c'est un rat qui est pris dans un système. Ce qui agit réellement, c'est l'architecture invisible qui transforme un comportement banal en compulsion durable. C'est fascinant et terrifiant, parce qu'on le comprend tout de suite, il y a là un parallèle qui saute aux yeux avec les réseaux sociaux. Pour capter notre attention, la retenir et la monétiser, les plateformes ont transformé chaque notification, chaque nouveau post, chaque like potentiel en une promesse. Parfois ça paye, parfois non. Et c'est justement ce peut-être qui nous rend dépendants. C'est ce qu'on appelle le design de l'addiction. Il ne s'agit pas de vous montrer ce que vous aimez, mais de vous empêcher de partir. Et c'est là qu'apparaissent les bijoux de manipulation, comme le scroll infini, qui vient directement des machines à sous. Vous tirez le levier, les images défilent, vous attendez le bon symbole, il n'y a ni fin, ni pause, pas de signal d'arrêt, le cerveau reste suspendu. Idem avec les notifications, où l'on retrouve le même principe implacable. Une notification, elle entraîne une mini-décharge d'adrénaline. L'amygdale s'active par peur de rater quelque chose, alors on vérifie, même en sachant que c'est fait pour nous happer. Et puis, dans le même esprit, il y a les likes. La récompense sociale par excellence, on y reviendra. Mais bon, derrière tout ça, il y a des montagnes de données. Un business tellement rentable, car plus une plateforme vous comprend, mieux elle peut vous retenir. Et plus elle vous retient, plus elle peut vendre votre attention. C'est encore une fois fascinant et terrifiant. D'autant que, pendant longtemps, seul un cercle minuscule savait vraiment ce qui se tramait dans les coulisses. Oui, dans les années 2010, certaines entreprises de la tech ont constitué des équipes secrètes qui étaient composées d'ingénieurs, de data scientists, de spécialistes du comportement, de neuroscientifiques. Les salaires étaient vertigineux, les moyens colossaux et la règle absolue, le secret industriel. Car personne ne devait savoir que ces cellules isolées travaillaient à mesurer nos réactions émotionnelles afin de rendre les utilisateurs accros aux réseaux sociaux. Et c'est là que l'histoire commence à ressembler à un complot. Car à ce moment-là, les dirigeants des grandes plateformes ont tout fait pour cacher cet aspect peu reluisant de leur affaire. Pourquoi, pourrait-on se demander ? Eh bien, pour garder l'avantage. Ils avaient la clé du comportement humain à grande échelle. Bref, derrière le vernis technologique, il y avait un cynisme absolu. Et rien n'illustre mieux cela qu'Instagram. Tous parano. Moi, je suis parano. Ah, Instagram, le temple du sourire permanent, des cafés parfaitement cadrés, des couchers de soleil filtrés jusqu'à l'irréel, et parfois aussi des spritz, comme celui que j'ai en main. Et pourtant, au départ, en 2010, Instagram n'est rien de tout ça. C'est une petite application indépendante, imaginée pour partager des photos simples, spontanées, presque artisanales. Mais en 2012, Facebook rachète l'application. Et là, tout bascule. On passe de la photo souvenir à la vitrine narcissique. Oui, lorsque l'application entre dans la galaxie Meta, les ingénieurs maison injectent tout ce qu'ils ont appris en une décennie d'études sur le comportement humain. Et c'est d'autant plus efficace que l'image, plus encore que le texte, touche directement le système limbique, c'est-à-dire la zone qui gère l'émotion et la récompense. Avec Instagram, on est donc face à un cocktail idéal pour déclencher des shots ininterrompus de dopamine. Oui, sur Instagram, tout est pensé pour solliciter non pas l'intellect, mais le réflexe. Et le résultat, on le connaît. Aujourd'hui, l'application revendique plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, dont la majorité écrasante a moins de 34 ans. Autrement dit, c'est une plateforme massive, jeune, le public rêvé, pour appliquer les mécanismes d'addiction qu'on vient d'expliquer. Et ce qui est redoutable, c'est qu'Instagram donne l'impression d'être léger, joyeux, solaire. Mais cette apparente insouciance est un piège. Tout est calibré au millimètre. Et l'outil le plus puissant du dispositif, c'est encore le like, ce fameux petit cœur rouge devenu symbole universel de reconnaissance, mais aussi de manque. Et d'angoisse, parce que lorsqu'il n'arrive pas, ce petit cœur, on se sent immédiatement au mieux frustré, au pire rejeté. Car Instagram, c'est avant tout une machine à comparer les vies.
Et derrière la façade lumineuse, il y a un sous-sol sombre fait de dévalorisation et d'insatisfaction. Et le pire, c'est que Meta le sait parfaitement depuis un bon moment. Dès 2019, des chercheurs internes ont mené plusieurs études sur l'impact d'Instagram chez les adolescents et les conclusions sont sans appel. Les voici. Le réseau aggrave les troubles de l'image corporelle, il renforce le sentiment d'infériorité sociale, il accentue la dépression et touche particulièrement les jeunes filles. Plus celles-ci passent de temps sur Instagram, plus elles se perçoivent négativement. Certaines témoignent d'un mal-être profond, d'un rapport déformé à leur corps, et ce constat interne, Meta l'avait quantifié. Une adolescente sur 3 se sent moins bien dans sa peau à cause d'Instagram. Et bien sûr, ces études n'ont pas été publiées. Pendant plus de 2 ans, elles sont restées confidentielles, jusqu'à qu'une lanceuse d'alerte nommée Frances Haugen décide de faire fuiter des milliers de documents montrant que Meta connaît parfaitement les dégâts provoqués par ces produits. Et surtout, que les dirigeants ont choisi de ne rien dire. Là encore, on peut parler de complot. On l'écoute. Les propres chercheurs de Facebook le disent. Ce n'est pas seulement qu'Instagram est dangereux pour les adolescents, c'est que ça leur fait plus de mal que n'importe quel autre réseau social. Ce qui est vraiment tragique, c'est que lorsque les jeunes femmes commencent à regarder des contenus sur les troubles de l'alimentation, elles deviennent encore plus déprimées et elles passent alors encore plus de temps sur l'application. C'est donc un véritable cercle vicieux que nous décrit la lanceuse d'alerte qui pousse de nombreuses adolescentes à détester toujours plus leur corps. Comme nous le fait comprendre Frances Haugen à travers son témoignage, tout le modèle économique d'Instagram repose donc sur l'insatisfaction. Autrement dit, la plateforme ne vend pas du bonheur, mais la promesse d'un bonheur inaccessible. Et plus cette promesse nous échappe, et plus on reste connecté. C'est une mécanique implacable, retenir en frustrant, attacher en insatisfaisant. Et ce qui rend cette mécanique si efficace, c'est qu'insidieusement, Instagram impose une manière d'exister. Peu à peu, on retrouve partout les mêmes poses, les mêmes filtres, les mêmes appartements minimalistes. Et au final, tout se ressemble. C'est ça, l'autre versant du problème. L'esthétique d'Instagram devient une norme sociale douce, aussi séduisante qu'indiscutable. On nous montre 1000 fois les mêmes corps, les mêmes vies, les mêmes réussites, et notre cerveau comprend le message. C'est ça, Instagram n'est pas seulement une plateforme où l'on se met en scène, c'est un filtre qui trie ce qui mérite d'être vu et ce qui ne le mérite pas. Bien sûr, ce tri n'est jamais neutre. Il récompense ce qui se conforme, normalise ce qui se répète et pénalise ce qui dérange. Et tu vois, tout ça me fait penser à un phénomène que je trouve de plus en plus visible pour le coup. Dans toutes les grandes villes occidentales, on retrouve désormais les mêmes cafés avec les mêmes vitrines, les mêmes comptoirs en bois clair. Ouais, c'est vrai. On ne voit presque plus les vieux bars, les PMU, les endroits un peu rugueux, quoi. Là où on aimait user nos coudes, quoi. Oui, tout a été remplacé par des lieux parfaitement interchangeables, de Paris à Los Angeles en passant par Copenhague. C'est clairement ça la traduction matérielle d'Instagram dans le monde réel. Et d'ailleurs, on pourra en faire un jeu. Tu prends une photo d'un coffee shop, tu effaces la localisation et tu n'as aucun moyen de savoir si on est à Berlin, Montréal ou Lisbonne. Le monde entier est devenu une succursale de jolis endroits qui se regardent bien sur un écran. Exactement. Ce qui me frappe le plus, c'est que ça attire toujours le même type de personnes en plus. Le même profil de jeunes gens branchés, internationalisés, connectés et finalement lisses, qui cherchent juste à prendre des photos qui au final se ressemblent toutes. Et c'est là que la sceptisation dont on parlait plus tôt devient totale. Avec Facebook, on s'était habitué à la mise en scène sociale, mais Instagram va plus loin et colonise jusqu'à nos manières de passer nos week-ends, de nous habiller, de voyager, de cuisiner. Et l'étape suivante, c'est que certains profils sortent du lot et deviennent bankable. On ne parle plus alors de simples utilisateurs, mais bien de prototypes vivants de cette nouvelle norme comportementale, les influenceurs. Tous parano. Bon, c'est un passage obligé. Les influenceurs, les salariés de leur propre existence, les fonctionnaires du bonheur photogénique, ceux qui savent comment transformer n'importe quel moment du quotidien en opportunité commerciale. Mais avant de rire ou de s'agacer, il faut comprendre d'où tout ça vient. Parce que l'idée d'utiliser une personnalité populaire pour vendre un produit n'a finalement rien de moderne. Dans l'Antiquité déjà, on faisait poser des gladiateurs pour vendre des huiles médicinales. Autrement dit, d'un point de vue historique, l'influence précède Internet de quelques millénaires. Le marketing d'influence moderne, lui, ne commence vraiment qu'au début des années 2000. D'abord avec les premiers blogs, tenus par des
mère parfaite, des passionnés de high-tech ou des critiques culinaires, 3 groupes qui, sans le savoir, inventent le principe de l'avis prescripteur tout en fidélisant un noyau de fans. Puis arrivent les plateformes comme YouTube, et là, tout se met en place très vite. Et la date clé, c'est véritablement 2006, avec la création de PaperPost. Il s'agit de la première plateforme qui rémunère officiellement des blogueurs pour écrire des messages sponsorisés. À partir de là, la frontière entre un avis sincère et un contenu payé s'efface. Et c'était un peu moins d'une décennie plus tard qu'avec Instagram, ce marché explose. Parce que cette plateforme offre 3 choses que les publicitaires attendaient depuis toujours: l'image, l'émotion et la métrique. Oui, la métrique, de quoi faire tourner la tête des marketeurs. D'un clic, on sait combien de personnes ont vu une photo, combien l'ont liké, combien l'ont commenté, et de fil en aiguille, certains comptes Instagram plus populaires que les autres sont repérés par les marques, et voilà qu'arrivent nos influenceurs. Oui, parce que du point de vue des publicitaires, les influenceurs, eux, ont tout à coup un avantage décisif sur les stars traditionnelles trop déconnectées du quotidien des consommateurs. Eux, ils ressemblent au public, avec le même style de vie et les mêmes codes. L'identification est immédiate. Quand quelqu'un qui vous ressemble dit qu'un produit est génial, son avis paraît soudain beaucoup plus crédible. Et voilà comment les agences ont troqué les célébrités contre des anonymes devenus prescripteurs, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour transformer leur vie en un véritable panneau publicitaire. Alors, quelques chiffres quand même pour situer un peu ce marché. Un micro-influenceur ayant de 10 à 50 000 abonnés facture en moyenne 200 à 800 € le post sponsorisé. Un macro-influenceur, donc plus de 500 000 abonnés, on passe à 5 à 10 000 € par publication. Et puis les très gros comptes, qui dépassent allègrement les 10 000 € le post, parfois bien plus pour certaines niches très lucratives. Oui, c'est une véritable industrie, et quand on a affaire au très haut du panier, les Kim Kardashian par exemple, certains posts peuvent dépasser les centaines de milliers de dollars. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut préciser quand même que pour la grande majorité, la réalité est moins glorieuse. Presque la moitié des créateurs qui tentent de vivre de leur contenu gagnent moins de 15 000 $ par an. Autrement dit, l'influence, c'est rarement une carrière en soi. Ouais, mais c'est difficile de se le représenter parce que quand on les voit à l'image, on a l'impression que tout va bien pour eux. Et non, seuls quelques rares élus s'enrichissent vraiment. Et parfois, cette industrie produit des catastrophes très concrètes aussi. Tu te souviens du Fire Festival peut-être ? Ah oui, bien sûr. Alors pas au point d'avoir pris une place, mais bon. Le Fire Festival, c'est celui qui se présentait comme le festival de luxe aux Bahamas, avec villa privée, gastronomie 3 étoiles, concerts exceptionnels, mais surtout c'est un peu le moment où le marketing d'influence est devenu carrément toxique. Ouais. L'affiche était d'ailleurs à l'époque présentée par les médias comme, je cite, l'une des plus instagrammables de l'histoire. Parmi les artistes ou groupes qui étaient censés se produire figuraient notamment Major Lazer, Pusha T, Migos, Lil Yachty. Une programmation qui a bien sûr contribué à la hype massive autour de ce festival, mais aussi finalement à sa chute spectaculaire. Quand tu dis chute, t'es bien gentil. Moi, je parlerais plutôt d'apocalypse. Des stars payaient une fortune, Kendall Jenner en tête, avait vendu au public un Coachella des Bahamas avec accueil d'influenceurs premium sur une île paradisiaque appartenant naguère à Pablo Escobar. Alors déjà, rien que ça, c'était du pipeau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en posant le pied sur place, les festivaliers n'ont pas découvert un paradis, mais plutôt un camp de réfugiés. Ouais, festivaliers, je sais pas, mais gogo, certainement. Parce que littéralement, en arrivant sur le site, les festivaliers ont trouvé des tentes humanitaires, les mêmes que celles utilisées pour les catastrophes naturelles. Des matelas détrempés qui étaient exposés en plein soleil, pas de cuisine, pas de toilette en état, pas d'éclairage. Et le dîner gastro, promis, c'était un sandwich au cheddar sous plastique, balancé dans une barquette en polystyrène. Et puis pire encore, il n'y avait pas de scène, aucun artiste n'était présent, les équipes techniques avaient quitté l'île, les bus prévus pour se déplacer sur le site n'existaient pas, les vols retour avaient été annulés et des centaines de personnes se sont retrouvées piégées dans un chaos total, sans eau, ni information, ni sanitaire, ce qui a été un gros traumatisme pour certains et certaines qui étaient visiblement prêts à s'entretuer pour mettre la main sur un bout de papier toilette. En clair, Fire Festival n'a pas été juste un fiasco logistique, c'est la première catastrophe humanitaire générée par Instagram. Un rêve vendu par des influenceurs et influenceuses à des centaines de milliers de dollars le post, et qui, en réalité, n'existait pas. Ouais, moi je suis parano. Tous parano.
Parlons maintenant de notre scandale, beaucoup plus feutré mais tout aussi révélateur sur les dérives de ce business. Cette fois, ça se passe en Italie, avec l'une des influenceuses les plus célèbres d'Europe, une certaine Chiara Ferragni. Ah, Chiara Ferragni. Son business model à elle, c'est une image impeccable et glamour, maternité radieuse, lifestyle premium, bref, la perfection calibrée à l'italienne, une marque vivante, toujours sous contrôle, jusqu'au jour où elle lance un produit présenté comme caritatif, un Pandoro. Vous savez, c'est ce gâteau traditionnel de Noël qu'elle vend, annonce-t-elle, pour soutenir financièrement un hôpital pédiatrique. Avec un storytelling imparable, tu achètes ce gâteau rose pailleté et tu soutiens les enfants malades. C'est beau, et ça coche toutes les cases de l'influence responsable. Et évidemment, ça a cartonné. Sauf que des journalistes découvrent vite que les ventes ne financent rien d'autre que le train de vie exubérant de l'influenceuse. Le lien caritatif était, disons, largement exagéré, pour ne pas dire inexistant. Et d'un coup, la machine s'effondre. Chiara Ferragni est mise en examen pour fraude aggravée et elle écope en première instance d'une amende record. Plus d'1 million d'euros pour sa pomme quand même, auquel s'ajoute près de 500 000 euros pour l'entreprise pâtissière. En Italie, c'est l'indignation totale, parce que ce n'est pas juste une arnaque, c'est le mélange le plus toxique qu'on puisse imaginer. D'un côté, les enfants malades, Noël, la charité, des symboles sacrés, et de l'autre, le pire du personal branding, comme on dit maintenant, celui qui transforme tout, même la compassion, en opportunité commerciale. Et on aurait pu en citer d'autres, notamment des Français issus de la télé-réalité qui se sont fait pincer pour placement de produits peu recommandables. Oui, une crème pour des seins et des fesses plus volumineux en 2 semaines, du thé pour mincir, des bonbons pour une repousse des cheveux sous 3 mois. Et ben voilà ce que l'influenceuse Maeva Genam, par exemple, a tenté de vendre. Elle a été condamnée en octobre dernier à 1 an de prison avec sursis pour pratique commerciale trompeuse, par exemple. Mais ce qu'il faut peut-être se dire derrière toutes ces histoires plus ou moins emblématiques, c'est qu'il y a quelque chose associé aux influenceurs qui est à la fois plus global mais aussi plus insidieux. On pourrait presque parler d'une transformation anthropologique tant elle est profonde, c'est la monétisation du banal. Se promener, faire un jogging, jouer avec son enfant, tout devient un potentiel contenu. C'est une véritable transformation psychique en fait. Et même ceux qui ne sont pas influenceurs finissent par adopter les mêmes réflexes. Combien d'utilisateurs d'Instagram se mettent frénétiquement à ranger leur salon avant de faire une story, à choisir un café parce qu'il est instagrammable. Des milliers de gens se mettent en permanence en scène en reproduisant finalement les codes des influenceurs et à force, la vie privée se vide de son essence comme si toute l'existence des individus devait devenir performative. Eh oui, l'économie des influenceurs a transformé notre intimité en marchandise et notre quotidien en décor économique au point qu'on peut se demander si nous vivons toujours dans une démocratie ou si nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère, celle de l'égocratie. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Bon, jusque-là, on pouvait encore se dire que les réseaux sociaux s'étaient contentés, entre guillemets, de coloniser nos vies, nos goûts, nos loisirs, notre image. Mais il y a un autre cas qu'on ne peut pas éviter, ce qui constitue pour moi un peu le point de non-retour. Oh non, tu ne vas pas prononcer ce mot, non ? Eh bien si. Parlons maintenant de TikTok. Ah, ces ados qui investissent l'espace public en dansant, avec cette attitude qui, perso, me sidère, quand on a l'impression qu'ils nient toute l'existence du réel autour d'eux. Bon, comme je sens que tu vas me parler de dopamine, tu vas me faire plaisir de me resservir un verre, je sens que je vais en avoir besoin là encore. Oui, pas de problème. J'en profite quand même pour donner quelques chiffres pendant que je te prépare tout ça. Vas-y, nous sommes tout oui. Alors, déjà, on compte aujourd'hui 1,6 milliard d'utilisateurs sur TikTok, dont une majorité de moins de 30 ans. En quelques années, TikTok est devenu le réseau numéro 1 des ados, bien sûr. Les vidéos d'1 minute faites pour taper directement dans le circuit de la récompense, ça cartonne. Ah oui, ça c'est de la dopamine en spray continu. Exactement, tiens. Voilà ton verre. Merci, à la tienne. À la tienne. Il est mieux dosé celui-là. Tu t'améliores au fur et à mesure. Merci. Et donc, si TikTok est un point de bascule, c'est parce que cette application n'est plus une simple plateforme de divertissement, mais bien une sorte de protocole d'ajustement comportemental. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que chaque geste que vous faites sur TikTok, eh bien, il est enregistré.
Le temps passé sur chaque vidéo, la vitesse de scroll, votre réaction au son, votre façon d'arrêter votre pouce sur l'écran, la microdilatation même de vos pupilles via la caméra frontale, tout ça est purement et simplement analysé. Et ce qui est dingue, c'est que l'algorithme ajuste et vous resserre une vidéo optimisée à la milliseconde près. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. Sur Instagram, sur Facebook, il reste encore une illusion de choix. Vous suivez des gens, vous décidez à peu près de ce que vous allez voir et la plateforme se contente d'ordonner tout ça, avec plus ou moins de manipulation, certes, mais à partir de vos décisions explicites. TikTok, lui, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Tout à fait, sur TikTok, ce n'est donc pas vous qui choisissez votre flux, c'est l'algorithme. Vous arrivez, vous faites glisser le doigt une première fois et instantanément, la machine se met en marche. Alors, pas sur la base de vos abonnements, pas sur votre réseau, pas sur un historique construit sur plusieurs années, mais bien sur la base de votre réaction immédiate. Une vidéo vous retient 3 secondes de plus, le flux change. Vous vous attardez sur une musique, le flux change aussi. Vous ralentissez le pouce au moment où une image apparaît, le flux change encore. TikTok ne vous demande jamais ce que vous aimez, il le déduit par votre comportement, puis vous l'impose. Et ça, c'est le vrai changement. On n'est plus dans un réseau social au sens premier du terme. Vous n'explorez pas le flux, c'est le flux qui vous explore. Oui, une formule tout à fait adaptée. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que personne ne sait vraiment comment fonctionne en détail l'algorithme de TikTok. Celui-ci est opaque, gardé comme un secret d'État par Pékin. Parce que rappelons-le, TikTok c'est ByteDance, et ByteDance c'est la Chine. Ce qui nous amène à la théorie du double algorithme. En Chine, la version locale, qui s'appelle Douyin, met en avant des vidéos éducatives, scientifiques, patriotiques, orientées vers l'effort et la discipline. Chez nous, c'est un flux d'absurdités addictives, de polémiques éclairs et de chorégraphies régressives destinées à capter l'attention. En clair, chez les Chinois, TikTok est un outil d'élévation. Chez nous, c'est une machine à abrutir. Alors évidemment, certains observateurs estiment que c'est juste du marketing, que les Chinois ne font qu'adapter le contenu disponible sur TikTok aux cultures locales. Mais bon, si c'est ça leur vision de l'Occident, ça en dit long sur le mépris qu'ils ont pour nous. Oui, sachant que d'autres auteurs, eux, estiment que ce n'est pas une stratégie commerciale, mais bien une stratégie d'influence, une sorte de guerre froide neurochimique, menée non pas par des armées, mais par des flux vidéo. Et là, à ce stade, on franchit un cap. On entre dans un tout autre domaine, celui du pouvoir de décider ce que les gens voient, et donc, inévitablement, ce qu'ils pensent. Et c'est exactement là que la bascule s'opère. Avec TikTok, les réseaux franchissent un nouveau seuil. Du social, ils passent au neurologique. Et quand une plateforme peut capter votre comportement et modifier vos perceptions en continu, eh bien la question suivante devient inévitable. Jusqu'où est-il possible d'aller pour façonner nos pensées ? Eh bien, pour répondre à cette question, mon cher Gaël, je te propose de nous replonger dans un scandale qui fait figure d'avertissement. Pour cela, on va quitter la Chine et revenir chez nous en Occident, avec une affaire qui a frappé le cœur même de nos démocraties. C'est un monde de parano. Vous êtes tous parano. 2018. Le monde entier est rivé à ses écrans parce qu'un nom jusque-là inconnu du grand public vient d'exploser au visage de l'Occident, Cambridge Analytica. C'est le début d'un scandale mondial. Alors pour comprendre cette affaire et ses ramifications, il nous faut remonter quelques années en arrière, au milieu des années 2010. À ce moment-là, on pense encore que les réseaux sociaux servent à partager des photos entre amis et personne n'imagine qu'ils puissent devenir des instruments capables d'influencer une élection. Et pourtant, une entreprise britannique y travaille déjà. Son nom, donc, Cambridge Analytica. Il ne s'agit pas d'une start-up fantasque montée dans un garage, Non, c'est une véritable machine politique, financée par le milliardaire Robert Mercer et dirigée un temps par un certain Steve Bannon, qui deviendra ensuite le stratège de la première campagne présidentielle de Donald Trump. Le slogan qui annonce la suite est simple. Changer le comportement des électeurs grâce à la data. Et leur terrain de jeu, c'est Facebook justement. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'est tout simplement la plus grande base de données sociales jamais constituée par l'humanité. Et ce qui rend l'affaire à la fois brillante et terrifiante, c'est sa simplicité. Tout commence avec une application parfaitement anodine. Un chercheur en psychologie, Alexander Kogan, met en ligne sur Facebook un petit test de personnalité. Quelques questions rapides, et l'utilisateur reçoit son profil psychologique. Jusque-là, rien qui puisse sembler particulièrement suspect. Sauf que l'application siphonne les données de tous les amis Facebook des participants. Résultat, 87 millions de profils sont aspirés sans consentement et dans le plus grand secret.
Cambridge Analytica construit alors, pour chacun de ses 87 millions de profils volés, une véritable cartographie émotionnelle. Chaque individu est classé en fonction de ses vulnérabilités, degré d'anxiété, niveau de scepticisme, sens du patriotisme, tendance à l'apathie, instabilité émotionnelle ou encore indécision politique. Et là où la manipulation atteint son paroxysme, c'est que les 87 millions de victimes reçoivent alors des dizaines d'articles complètement bidons, prenant la forme de faux contenus d'informations. Et tout ça de manière ciblée en fonction des vulnérabilités recensées par Cambridge Analytica. Alors concrètement, un électeur anxieux reçoit des visuels alarmistes sur l'immigration, un électeur patriote est ciblé par des vidéos qui exaltent la grandeur de l'Amérique, et un électeur indécis se voit adresser des messages l'incitant à ne pas aller voter du tout. C'est ça qui est le plus fou. Ce n'est plus voter pour nous, c'est ne votez pas, cela arrangera nos affaires. C'est encore plus cynique. Enfin, vous avez compris le principe, le but était bien de déployer une propagande individualisée, calibrée pour se jouer des émotions des électeurs afin d'orienter leur vote. Individualisé, c'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez bien, les chiffres donnent le vertige. Cambridge Analytica disposait de plus de 5000 données pour chacun des millions d'électeurs américains siphonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, essayez déjà de définir vos proches sur la base de 50 critères. C'est loin d'être un exercice facile. Alors imaginez 5000. Et cette méthode a servi plusieurs fois. Elle a été appliquée d'abord lors de la première campagne de Donald Trump, puis de nouveau pendant celle du Brexit. Et tout cela serait resté sous le tapis si un type aux cheveux roses, nul n'est parfait, nommé Christopher Willey, un lanceur d'alerte et ancien donc de Cambridge Analytica, n'avait pas tout raconté. En 2018, celui-ci expose l'ampleur du siphonnage et surtout, il met en évidence la complicité de Facebook. Écoutons-le. Facebook n'a pas été très franc sur ce qu'ils savaient, quand et à quel point ils ont toléré le projet et quand ça s'est passé. Parce qu'avant que la récolte ne commence, Facebook a été prévenu que les données allaient être rassemblées, commercialisées, transférées et vendues. Et ils ont approuvé toutes les conditions. Maintenant, le directeur technique de Facebook, devant le Parlement britannique, a dit qu'il n'avait peut-être pas lu les conditions générales à accepter avant de les approuver. Tout ça parce que, fondamentalement, ça correspond à un aspect du business model de Facebook. Ils font de l'argent avec ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. Oui, Facebook savait tout. L'entreprise avait été alertée dès 2015 que des millions de données avaient été transférées illégalement. Pourtant, elle n'a prévenu ni le public ni les autorités. Et 3 ans plus tard, lorsque le scandale devient impossible à étouffer, Cambridge Analytica est dissoute et Meta écope d'une amende record de 5 milliards de dollars. Quand même, hein. Alors si l'affaire déclenche un débat mondial sur la nécessité de réguler les plateformes numériques, pourtant, sur la question centrale, est-ce que cela a modifié des élections ? Aucune réponse claire n'est apportée. Ce qu'on sait en revanche, c'est que des millions de citoyens ont été poussés en douceur vers ce qu'ils avaient déjà envie de croire. Le micro-ciblage a amplifié la polarisation et a conforté les utilisateurs dans leur peur et dans leur certitude. Et ça, c'est le point où le réel commence à se fissurer. Et le moment où nous, on va s'arrêter. En tout cas pour aujourd'hui. Quoi ? Mais on fait 2 parties du coup ? Oui, t'inquiète pas, il y a encore plein de choses à dire évidemment. Et puis, faire attendre, c'est la base de l'addiction. On crée du manque, on frustre un peu, on laisse monter l'attente. Bref, on applique juste la théorie. Ah, t'es malin. Alors, pause dopamine, c'est une expérience contrôlée. Oui, on va pas s'arrêter là. On va parler dans la seconde partie de cet épisode des réseaux sociaux comme Reddit, Telegram, Blue Sky et bien sûr Twitter X. Et puis on va aussi aborder d'autres thèmes comme la censure, la modération, la manipulation de l'opinion, les ingérences politiques, les troll farms ou encore les deepfakes. Bref, un vaste programme nous attend. Mais on va pas se quitter comme ça quand même. Ah non, on termine avec une petite musique de fin. Tu sais que j'aime qu'on respecte les traditions. Ah oui, dopamine, mais tradition avant tout. Et donc on écoute quoi ? Eh bien, un morceau en souvenir de nos années MySpace.
Non, c'est mignon. Et c'est quoi? Oh, tu connais les Fatal Picard, j'imagine. Ah bah oui, ça c'est du rock, ils ont même fait l'Eurovision il y a une dizaine d'années pour représenter la France. Tu connais aussi Monsieur Poulpe. Ah oui, lui c'est le mec de télé un peu à Canal, sur YouTube aussi avec les recettes pompettes, et puis les sketchs de Golden Moustache. Et bien voilà, ils ont formé le groupe, les Rois de la Suède en 2009. Et il y a plein de chansons cocasses à voir sur YouTube, sur le socialisme ou le Nutella. Et surtout, ils ont fait une chanson sur la fin de MySpace. Il n'y a pas que nous que ça a marqué cette histoire. Ouais, toute une époque, on l'a dit. Allez, les Rois de la Suède, MySpace, tu vas mourir. La dernière fois je me suis connecté, j'ai vu les mêmes pubs qui traînaient là depuis un an, un siècle, une éternité. MySpace, tu vas virer la moitié de tes employés, encore de carré, tu rendras service à l'humanité. T'étais le premier site communautaire avant que Facebook te prenne par derrière. MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Oh, MySpace, tu veux encore y croire, mais tu te vois la vérité. Il te reste plus que des groupes de provinces sans dignité qui spamment partout pour des concerts dans des bars qui vont fermer. C'est très inutile car plus personne n'est connecté. Y'a plus que des pédophiles à la traîne qui se parlent entre eux en anglais, alors qu'ils habitent en fait dans le même quartier. Parce que les jeunes sont tous partis maintenant sur Facebook faire des quiz trop marrants. MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Au début MySpace c'était déjà moche mais on était émerveillés. Tout le monde avait le même site avec chacun ses couleurs à la con. Chacun son petit casier dans un colcos magique décoré par Benetton. MySpace, la H&M de la musique, l'Algeco de l'amitié. Mais tu n'es plus rien, non tu n'es plus rien. Dans les fils du web, tu t'es pris les pieds. Sur la planche de surf de l'internet, désormais tu n'es plus qu'un vieux clou, yeah. On était tous amis en un clic, du sexe plus gratuit sur Mythique. Mais c'est l'hôpital qui se mord la queue. T'as plus de fric, tu cliques toi-même sur tes bannières. Parce que MySpace, tu vas mourir, même le héros quitte le navire. MySpace, tu vas crever, c'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Un jour il ne restera que toi, Tom avec tes 50 millions d'amis fantômes. Tu fais quoi maintenant qu'on est tous partis? À qui t'envoies tes mails personnalisés tout moisis? Oh comme MySpace roulette, t'as dû en profiter. Avec ta tête de requin sympa, t'as dû t'en envoyer des petites minettes de 16 ans. T'as dû en brancher un paquet, mais moi qui voulais être vraiment ton ami, tu ne m'as jamais parlé. Oh MySpace c'est fini, ta dictature avec les maisons de disques. Coco tes morceaux sont pas mal mais t'as pas d'amis, oh non t'as pas de visite. Oh MySpace tu vas mourir et Facebook ne nous a même pas payé vraiment. Ils nous ont juste donné 130 fans mais cette chanson on l'aurait faite gratuite.